avoir une même monnaie entre 18, 19 États différents, ça impose d'avoir progressivement les mêmes politiques économiques et sociales. Voilà. Donc déjà, ça vole la démocratie aux Français. Il suffit de regarder, par exemple, le rapport qui a été publié par la Commission européenne le 18 mai 2016. Je vais d'ailleurs vous en laisser un exemplaire. Merci. Pour que vous le voyez. On voit que la Commission européenne exige, pour qu'il y ait une convergence des économies, qu'on baisse l'impôt sur les sociétés en France, qu'on augmente la TVA, qu'on démantibule le droit du travail, que l'on favorise la déréglementation des professions réglementées, que l'on favorise le licenciement rapide et que donc les CDI deviennent en fait des contrats à durée extrêmement précaires. Bref, c'est l'ensemble des structures économiques et sociales d'un pays qui sont attaquées parce que nous devons nous appliquer à être, comme le disait Jacques Sapir, à essayer de suivre la compétitivité des meilleurs. Donc, il y a une relation directe entre une monnaie, entre un grand nombre d'États et la disparition de la démocratie. Ça, faut déjà bien le comprendre. La deuxième chose, c'est il a été question des délocalisations. Les délocalisations, ça n'est pas uniquement dû à un problème de compétitivité et de l'euro, c'est dû d'abord et avant tout à un autre article des traités européens, qui est l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, qui autorise la totale liberté de mouvement des capitaux. C'est de ça qu'il s'agit. Avant 1992, avant le traité de Maastricht, l'État, en France, pouvait interdire à une entreprise de sortir des centaines de millions ou des milliards de francs pour aller créer une usine en Slovaquie, par exemple. Maintenant, l'État n'a plus ces moyens. Ça n'est plus possible, c'est interdit. Le roi est nu. Voilà. Ça veut donc dire que... Le roi est nu, François Asselineau. Le roi est nu, ça veut dire que les traités européens favorisent, donnent du carburant aux délocalisations. Et d'ailleurs, pas seulement vers l'Europe, mais vers l'ensemble des pays du monde. Au passage, je note d'ailleurs l'incohérence de Jacques Sapir. Je me permets de le dire, je le connais, je trouve que ce qu'il dit est souvent tout à fait pertinent. Mais là, il s'agit bien d'un article des traités qui ne correspond en rien aux questions de l'euro. C'est bien la raison pour laquelle on ne pourra résoudre les problèmes de la France qu'en sortant de l'Union européenne, puisque l'euro n'est que l'un des problèmes et pas le seul problème. Je voudrais aussi dire quelque chose qui me paraît très très important, c'est presque un scoop que je vais vous donner. C'est que, je l'ai dit tout à l'heure en préambule, le président de la BCE, M. Draghi, a répondu à 2 eurodéputés italiens, il a dit si un pays devait quitter l'eurosystème, c'est-à-dire l'euro, la position créditrice ou débitrice de sa banque centrale envers la BCE devrait être réglée dans son intégralité. Alors, évidemment, Fabrice, il aura raison. Là, c'est un peu abstrait. Voilà, va dire que c'est un peu abstrait. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire concrètement que si l'Italie veut quitter l'euro, l'Italie devra régler à la Banque Centrale Européenne le montant des billets émis en euros par l'Italie, c'est-à-dire 150 milliards d'euros. Ce qui est impossible à sortir pour l'Italie. Attendez, et par ailleurs, ce que l'on appelle les targets, c'est-à-dire le déficit cumulé de la balance des paiements courants à l'intérieur de la zone euro entre l'Italie et le reste de la zone euro, qui est de 350 milliards d'euros. C'est-à-dire 520 milliards en tout. Non, 150 plus 350, ça fait 500. 320. Non, 150 plus 350, 450. Ça fait 500 milliards d'euros. Donc M. Draghi a dit, si l'Italie sort de l'euro, l'Italie doit payer 500 milliards d'euros. Bien. Ce qui est impossible à payer pour l'Italie. Ce qui est impossible. Mais si vous connaissez ce qui se passe en ce moment en Italie, c'est excessivement grave parce que l'Italie va peut-être être contrainte de sortir de l'euro. Et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que les autres pays de la zone euro vont dire vous devez 500 milliards. Et l'Italie va dire je ne peux pas payer 500 milliards. Le résultat des courses, c'est que ces 500 milliards d'euros vont donc être constatés en perte auprès des autres pays qui restent dans l'euro. Or, la France, elle a actuellement 20% à peu près de l'eurosystème. Donc 20% de 500 milliards, ça fait 100 milliards. Voilà. Si l'Italie en plus sort, la France montera son pourcentage, ça veut dire que l'on est certain que si l'Italie fait défaut, il va y avoir plus de 100 milliards d'euros qui vont nous tomber sur le coin du museau, passez-moi l'expression, que les Français vont donc être... Et ça sera pour l'Italie, mais après on va voir d'autres pays. En fait, on est en train de découvrir ce que le prix Nobel d'économie, Joseph Stiglitz, je crois, avait dit une autre fois, mais il y a plusieurs années. Il avait dit, ce sont les pays qui sortiront les premiers de la zone euro qui s'en sortiront le mieux. Parce qu'en fait, on risque d'avoir un échafaudage qui va nous tomber dessus. C'est la raison pour laquelle il est si important de sortir rapidement de l'euro, de la zone euro.
Notre invité politique aujourd'hui sur CNews, François Asselineau, bonjour. Bonjour. Candidat à l'Élysée, vous avez fondé il y a 10 ans l'UPR, l'Union Populaire Républicaine. Vous avez travaillé dans de nombreux cabinets ministériels, notamment avec Charles Pasqua. Vous êtes énarque, inspecteur des finances. Vous avez tenté votre chance en 2012 sans succès. Cette fois, vous avez vos 500 parrainages. Le grand public ne vous connaît pas encore vraiment beaucoup, à part ces affiches qu'on voit un petit peu partout, le long des routes ou en ville. Pourquoi, François Asselineau, voulez-vous être président de la République française ? Eh bien, vous savez ce que disait Charles de Gaulle, le fondateur de la Ve République, celui à qui nous devons la Constitution. Il disait le vrai sujet de l'élection présidentielle, c'est l'indépendance de la France. C'est d'ailleurs l'article 5 de notre Constitution qui le précise. Le président de la République est le garant de l'indépendance nationale. Et pourquoi c'est si important l'indépendance nationale ? Parce que c'est la même chose que la démocratie. Actuellement, la France n'est plus indépendante et toutes nos politiques économiques, sociales, diplomatiques et militaires sont fixées par 3 institutions. La Commission européenne qui applique les traités européens, elle est à Bruxelles. La Banque centrale européenne qui fixe la politique monétaire et budgétaire, elle est à Francfort. Et l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles, mais dont les grandes lignes sont fixées par Washington. Le problème qu'il y a en ce moment en France, c'est que les Français, ils savent bien, ils votent à droite, ils votent à gauche. En fait, ils ont globalement la même politique qu'ils ne veulent pas. Une politique qui consiste à démanteler les acquis sociaux, une politique qui consiste à détruire les services publics, une politique qui consiste à précariser la société, les professions réglementées, etc., etc. Et ils ne comprennent pas ce qui se passe. Voilà. Et d'autres candidats que vous veulent sortir aussi de l'Union européenne. Mais non, ça n'est pas exact. Madame Le Pen ou Monsieur Mélenchon, pour parler d'eux, sont d'abord 2 mouvements que je juge de part et d'autre à l'extrême. Moi, je ne suis pas extrémiste. Et deuxièmement, eux, dans leur programme, il faut regarder à la loupe, vous savez, il faut regarder que les Français soient précis. Ils proposent de renégocier les traités européens. Et moi, j'explique que l'on ne peut pas renégocier les traités européens. Pour vous, c'est une sortie immédiate. Immédiate, ça veut dire que, immédiatement, à peine serais-je installé à l'Élysée, que je organiserai un sommet des chefs d'État et de gouvernement des pays de l'Union européenne pour dire nous mettons en œuvre l'article 50 du traité de l'Union européenne. Comme le fait le Royaume-Uni. Écoutez, comme le fait exactement le Royaume-Uni en ce moment, pour mettre en œuvre cet article. Alors ensuite, c'est pas immédiat. Il faudra conclure un accord de sortie. Il y a 2 ans pour le conclure. C'est prévu dans l'article 50 parce qu'on ne peut pas sortir comme ça. Il y a des problèmes à régler. Mais nous, on ne perd pas de temps parce qu'actuellement en France, si on continue comme ça, on va assister à la fin de l'agriculture familiale. Vous savez que l'agriculture familiale est en plein désarroi. Il y a d'ailleurs un agriculteur qui se suicide à peu près tous les jours. Elle bénéficie malgré tout du soutien de la politique agricole commune. C'est exact. Oui, c'est exact. Mais les fonds qui sont versés par l'Union européenne viennent de la France. Vous le savez. Chaque année, la France verse 23 milliards d'euros à l'Union européenne et l'Union européenne nous en restitue 14. Ça veut dire qu'une fois sortis de l'Union européenne, il ne faut pas que les agriculteurs s'inquiètent. Ils auront toujours les mêmes subventions, sauf que cette fois-ci, il y aura le drapeau bleu, blanc, rouge. C'est ce que dit Marine Le Pen. Oui, mais Madame Le Pen, elle dit une chose et son contraire. Madame Le Pen, elle propose de renégocier les traités. En fait, elle fait du Cameron. Vous savez, l'ancien Premier ministre britannique avait dit on va renégocier les traités et après on fera un référendum. Madame Le Pen ne dit pas vraiment quels sont précisément ce qu'elle veut obtenir. Ça reste très flou. Elle ne donne pas du tout de délai. Elle ne dit pas exactement ce qui se passera. Et puis j'ajoute que Madame Le Pen ne peut pas rassembler sur son nom tout le monde puisque c'est un parti populiste dont le fonds de commerce n'est pas la question européenne ni l'indépendance nationale. Son fonds de commerce, c'est la lutte contre les immigrés. C'est autre chose. Pour que les électeurs puissent bien vous situer sur l'échiquier politique, parce que c'est quand même important, vous dites ni de droite ni de gauche, un petit peu d'ailleurs comme ce que dit Emmanuel Macron, vous êtes où ? Vous êtes au centre ? Moi, je suis au milieu des Français et de leurs problèmes. Non, nous avons été classés officiellement en divers par le ministère de l'Intérieur. Donc nous ne sommes effectivement ni de droite ni de gauche. Mais la différence entre M. Macron et moi, c'est que M. Macron, il fait du populisme en réalité. Il va voir les catégories socio-professionnelles les unes après les autres et il dit à chaque personne ce qu'elle veut entendre. Il va chez les socialistes, il dit j'ai toujours été socialiste. Après ça, il rencontre M. De Villiers, il dit j'ai jamais été socialiste. Moi, la différence de M. Macron est depuis 10 ans, je dis toujours la même chose. Il faut que les Français se rassemblent provisoirement au-delà du clivage droite-gauche, pour faire sortir la France de l'Union européenne et de l'euro et de l'OTAN, pour récupérer notre droit à fixer nos propres politiques. Alors, l'OTAN, justement, vous dites qu'Emmanuel Macron est populiste. Vous êtes accusé, vous, d'être complotiste, d'être un anti-américaniste primaire, farouche. Alors d'abord, je vous signale qu'à l'UPR, nous avons
énormément d'adhérents qui sont expatriés. On en a 1050 expatriés. On a d'ailleurs 18 000 adhérents. Et là-dessus, je crois qu'on a plus de 55 ou 60 adhérents français expatriés parfois depuis des années aux États-Unis. Bon, la deuxième chose, c'est moi ces histoires de comploter, ça commence à me fatiguer. Oui, j'ai parlé de l'influence de la CIA, mais vous allez, à vous croire, un critère de sélection. Pour être président de la République, il faudrait être un bonnet qui croit que la CIA, ça n'existe que dans les films. Mais une fois que vous serez chef de l'État, eh bien, il faut bien entendu prendre en considération la rudesse des rapports internationaux. Figurez-vous que la communauté du renseignement aux États-Unis, ça existe. D'ailleurs, en février 1995, François Mitterrand et Charles Pasqua avaient expulsé 5 agents de la CIA qui exerçaient en France. Avec qui gouverneriez-vous? Quel serait votre Premier ministre? On ne connaît pas les gens qui vous entourent. Alors, on ne connaît pas les gens qui m'entourent pour une raison simple. C'est que vous avez reconnu que depuis 10 ans, j'ai été quand même particulièrement peu invité dans les médias. Alors, à fortiori, les gens qui m'entourent, il y a de plus en plus de talents. Et figurez-vous que vous découvrez des gens qui sont tout à fait remarquables. Par exemple, auprès de moi, j'ai quelqu'un comme Vincent Brousseau, normalien, docteur en mathématiques, docteur en économie, qui a travaillé pendant 15 ans à la Banque Centrale Européenne. Et pendant 6 ans, il a été un des 2 économistes français. La Banque Centrale Européenne que vous dénoncez. Oui, et justement, il a démissionné parce qu'il s'est rendu compte du désastre qui est en train d'arriver. Parce que ça, on n'en parle jamais. Il faudrait avoir vraiment un débat très approfondi d'1 heure ou 2 où on expliquerait aux Français ce qui est en train de se passer avec l'euro. L'euro est en train de s'effondrer sur l'ensemble de l'Union européenne. On va avoir des nouvelles très mauvaises venant d'Italie et de Grèce dans les mois qui viennent. Le temps nous fait défaut, mais quelle serait votre mesure phare dès votre arrivée à l'Élysée, une mesure phare qui pourrait interpeller les électeurs potentiels qui nous écoutent? Alors, premièrement, annoncer le début de la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN pour une raison simple. C'est que c'est ça qui va nous permettre de sauver l'agriculture française, de mettre un terme immédiat aux délocalisations industrielles, c'est-à-dire notamment la fin du libre mouvement, de la libre circulation des mouvements de capitaux. C'est également ce qui va nous permettre de sauver les services publics. Deuxième mesure phare, la sortie de l'OTAN, ça va nous permettre d'arrêter que la France soit présente sur des théâtres de guerre illégaux et néocoloniaux, comme c'est le cas au Moyen-Orient. Troisième mesure phare, j'arrêterai immédiatement les réformes territoriales parce qu'actuellement, il y a 20 000 communes de France qui sont en train de fusionner de force. Et moi, j'ai vu beaucoup de maires. Vous le rappeliez tout à l'heure, j'ai eu mes parrainages. J'ai vu beaucoup de maires ruraux en France. Et vous savez ce qu'ils pensent, les maires? Beaucoup me disent, nous sommes en dictature. On nous force à fusionner contre le gré des populations. François Asselineau, candidat à l'Élysée, merci d'être venu aujourd'hui sur Merci. CNews. François Asselineau, donc ce personnage qui dirige l'Union populaire républicaine. Monsieur Asselineau, bonjour, merci d'être avec nous en direct sur l'antenne de Radio Classique. Je rappelais tout à l'heure à 7h30 que vous avez participé à de très nombreux postes dans l'administration publique, que vous êtes haut fonctionnaire, que vous avez fait HEC, que vous avez fait l'ENA, que vous avez même été délégué général à l'intelligence économique à Bercy avec Nicolas Sarkozy, que vous avez dirigé le cabinet de Charles Pasqua, donc au Conseil général des Hauts-de-Seine. D'où vient cette envie de faire depuis 10 ans de la politique et d'avoir votre propre parti? Bien, écoutez, merci de me recevoir. Si j'ai créé un parti politique, ce n'est pas par vanité personnelle, c'est tout simplement parce qu'il n'y avait pas d'offre politique correspondant aux analyses que j'ai faites justement dans les cabinets ministériels dans lesquels j'ai été employé et que vous avez rappelé, que je rappelle. J'ai travaillé notamment auprès du ministre de l'Industrie et du Commerce extérieur dans le gouvernement Balladur et auprès du ministre des Affaires étrangères dans le gouvernement Juppé sous la présidence Chirac. Alors, quelles sont les analyses que j'ai faites? Eh bien, j'ai découvert sur place que, en fait, la France n'est pas dirigée par les gens que les Français élisent. Voilà. En réalité, toutes les grandes décisions concernant l'avenir des Français sont prises par 3 structures. La Commission européenne à Bruxelles, qui applique les traités européens. La Banque centrale européenne à Francfort, qui fixe la politique monétaire, budgétaire et j'en passe. Enfin, l'OTAN, dont le siège est à Bruxelles, mais qui est dirigé par Washington. Donc, dans tous les domaines, en fait, tous nos grands choix politiques, économiques et sociaux sont déjà fixés par avance. Et en particulier, alors j'insiste beaucoup, et je vais insister dans cette campagne, sur le fait que si nous restons dans l'Union européenne, dans l'euro et de l'OTAN, à la limite, c'est pratiquement même plus la peine de voter, puisque déjà le programme a été fixé par la Commission européenne et par les traités européens, en particulier par un rapport qui s'appelle le rapport sur les grandes orientations de politique économique du 18 mai 2016. La référence exacte, c'est 330-2016. On peut la trouver sur notre site internet upr.fr. Et bien, vos auditeurs, si découvrent ce document, verront que pour 2017, eh bien, ça y est, tout a déjà été décidé. Alors, nous devons maintenir la politique de rigueur.
nous devons démolir le droit du travail, nous devons ubériser la société, nous devons diminuer les prestations chômage, nous devons diminuer, voire supprimer le SMIC, nous devons nous attaquer à toutes les professions réglementées, c'est-à-dire les avocats, les notaires, les huissiers, les artisans textiles, les pharmaciens, les médecins, les chirurgiens, et j'en passe. Et puis, nous devons également baisser l'impôt sur les sociétés et augmenter la TVA. Voilà. Donc, en fait, c'est ça le programme. François Asselineau, justement, pourquoi avoir créé votre propre parti et pourquoi ne pas avoir porté ces idées dans d'autres partis, par exemple le Front National? Alors, tout le monde me parle toujours du Front National. Je ferai remarquer que le Front National ne dit pas finalement autre chose que ce que dit M. Mélenchon, qui l'un comme l'autre sont très critiques sur la construction européenne. Mais pourquoi pour répondre à votre question, pour deux choses. D'abord parce que je ne suis pas un extrémiste, ni de droite, ni de gauche. Et vous savez très bien que ce qui fait le fonds de commerce du Front National, c'est d'abord et avant tout comment dirais-je, un discours en contre l'immigration, etc. Ce qui n'est pas du tout notre cas. Nous nous focalisons sur rendre aux Français leur souveraineté nationale. Et puis il y a une deuxième raison aussi, c'est que ni Mme Le Pen, ni M. Mélenchon, ni M. Dupont-Aignan d'ailleurs, ne proposent jamais ce que je propose moi, c'est-à-dire de sortir de l'Union européenne de façon juridique, sereine. Et c'est possible, c'est l'application de l'article 50 du traité de l'Union européenne, c'est d'ailleurs ce que vont faire les Britanniques dans quelques semaines. Même dans quelques jours, ça a même été hier même, excusez-moi, hier soir, les députés britanniques ont justement voté pour la mise en œuvre de l'article 50. Donc ça n'a strictement rien d'extrémiste. Est-ce que vous considérez, François Asselineau, que vous êtes boycotté par les médias? Ce sera ma dernière question. Est-ce que, par exemple, l'émission du début de la semaine prochaine sur TF1 avec les grands candidats vous scandalise? Écoutez, j'ai eu plus de couverture média depuis 24 heures que j'en ai eu en 10 ans. Je suis d'accord que c'était normal qu'ayant créé un parti qui était encore petit, c'était normal que je n'ai pas une très grande couverture, mais enfin, aux élections régionales de 2015, on a rassemblé 190 000 électeurs, c'est-à-dire 0,9% des suffrages, et j'avais rien. Si je compare ça avec M. Macron, par exemple, qui lui a eu 0 électeur prouvé, il y a quand même un vrai problème, c'est d'ailleurs complètement contraire à la fois à l'article 4 de la Constitution de la République et aux règles du CSA. Merci mille fois François Asselineau d'avoir été en direct donc et de vous être présenté et d'avoir présenté donc votre parti, l'Union populaire républicaine. 500 signatures obtenues, candidature donc validée, je rappelle. Moi, je suis là, vous savez, pour dire quoi aux Français? Pour dire que quel que soit le candidat pour lequel ils vont voter, sauf si c'est moi, ils auront au mois de mai, un président de la République qui va être obligé de se plier au rapport des grandes orientations de politique économique, de la Commission européenne du 18 mai 2016. Et qu'est-ce qu'on lit dans ce rapport? Il faut que les Français comprennent ce qui va se passer. Dans ce rapport, on lit que la France est sommée d'augmenter la TVA, de baisser l'impôt sur les sociétés, de démanteler le droit du travail, de démanteler toutes les professions réglementées, les avocats, les notaires, les médecins, les pharmaciens, les experts comptables, les huissiers, j'en passe. Là, en vertu de ce rapport sur les grandes orientations de politique économique, alors ça personne n'en parle, j'ai fait une conférence de presse pour annoncer ma candidature il y a quelques jours, personne dans la presse ne l'a repris, c'est pourtant fondamental, c'est à cette sauce-là que nous allons être mangés. J'invite les gens qui sont intéressés à venir sur notre site upr.fr pour découvrir également le démantèlement du droit du travail, la baisse des prestations chômage. Tout ça est exigé par Bruxelles et j'insiste, quel que soit le candidat, sauf si c'est moi qui veux sortir de cette affaire, il sera obligé d'en passer par là et par l'ubérisation de la société française, la précarisation générale des emplois. Merci François Asselineau.